Takeshi Kitano n'a plus à faire ses preuves. Alors qu'il est cité maintenant autant par Tarantino qu'Albert Dupontel et que Koreeda, le succès n'a pas toujours été au rendez-vous pour le cinéaste japonais. Avant qu'il sorte Sonatine, Kitano n'avait jamais été diffusé en Occident et ses films peinaient à faire des entrées au Japon. Et pour cause, il était avant tout connu dans son pays pour ça. Ou ça. Alors quand il sort un film de yakuza poétique et contemplatif qui laisse le hors-champ tamponner l'imaginaire du spectateur sur une musique du compositeur des Miyazaki, quelque chose bloque. Mais c'est en 1993 à Cannes que tout va changer. Bonjour à tous et bienvenue dans la Chimérathèque pour voir ce qui est sûrement mon film de yakuza préféré, Sonatine, Mélodie mortelle de Takeshi Kitano. D'abord, c'est le film qui a lancé Kitano et qui l'a fait reconnaître. Sonatine n'a pas toujours été présenté par Tarantino sur des fonds verts très moches. Après la projection de Cannes, tout le monde est un peu sceptique face à ce qu'il vient de voir. C'est le producteur Jean-Pierre Dionnet qui va se battre pendant 2 ans pour acheter les droits de diffuser le film en France. Il propose en même temps d'acheter les premiers Kitano en expliquant qu'il n'est pas connu à l'étranger comme présentateur télé, donc ça ne choquera pas les gens de voir cet humoriste complètement violent dans un film de yakuza. Et enfin, cette histoire peut être découverte par le plus grand nombre. Celle de Morikawa, un yakuza pour qui les affaires roulent bien, mais qui perd quelques hommes en essayant d'affronter un clan adverse. Il se retrouve contraint de se réfugier avec ses hommes au bord de la mer. C'est alors que le quotidien simple va effacer la hiérarchie et le faire oublier le temps de quelques instants, leur dure vie de yakuza. Mais alors pourquoi ce titre, Sonatine? Cela évoque à Kitano le fait que les sonatines soient jouées par des étudiants. Étudiants qui doivent faire un choix ensuite, dans le style qu'ils veulent emprunter, tout comme le personnage qui doit choisir sa voix dans le film. D'autres y ont vu aussi le fait que Kitano soit en train de faire ses gammes en tant que cinéaste. J'y vois aussi une allusion à un style peu marqué. On sait pas trop ce que c'est ce film, il n'y a pas assez d'action pour que ce soit un film policier, il n'y a pas assez d'humour pour que ce soit une comédie, mais en même temps il y a un peu de tout ça qui fait que c'est pas vraiment un drame. Il reprend ce que Kitano a déjà exploré et ce qu'il explorera par la suite. Le film se situe à la croisée des genres. C'est tout simplement un film de Kitano. C'est un film qui décontenance, autant que sa musique inquiète et émeut. La musique. Avec un titre pareil, on peut s'attendre à ce que la musique soit importante, et c'est le cas. Elle est composée par Joe Hisaishi qui a composé la plupart des Miyazaki, et a fait l'objet de beaucoup de travail. Un travail de ping-pong entre le compositeur et Kitano. La musique d'un film, c'est toujours délicat. Est-ce qu'il faut indiquer les émotions que le spectateur doit ressentir? Est-ce qu'il faut appuyer la scène ou au contraire trouver une autre émotion? Dans tous les cas, ça peut être voulu, mais il y aura toujours un équilibre précis à trouver. La méthode de travail de la musique dans un film va beaucoup influencer. Est-ce que le compositeur a vu les images? Est-ce qu'il a composé sur les musiques? Ou alors est-ce que c'est l'inverse? Et là, les cinéastes ne travaillent jamais vraiment de la même manière. Quand on a demandé à Sergio Leone comment il faisait pour que la musique de ses films soit en parfaite adéquation avec les images, il a répondu simplement qu'il faisait les films sur la musique. Pour Sonatine, Hisaishi composa quelques notes qui servirent d'outil de travail. Ensuite, une fois le film terminé, il a composé le reste de la musique. Et la musique est parfaitement à l'image du film, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop comment la prendre. Il y a des musiques qui peuvent rappeler des films d'horreur et d'autres qui sont beaucoup plus contemplatives. D'autres encore sont comme beaucoup de scènes du film, lumineuses. Lumineuses parce que c'est quand même l'histoire de yakuza qui retombe en enfance. Des yakuza pas comme les autres. Le lieu se situe aux antipodes de ce qu'on pourrait attendre d'un film de yakuza. Ces yakuza, arrivés à la plage ensoleillée, retombent en enfance, alors qu'on sait très bien tout le mal qui peut se passer à tout moment. C'est à travers les genres japonais, le sumo, le kabuki, les feux d'artifice, qu'ils vont montrer leur humanité. Face à cet étrange mélange entre tension oisive et innocence, jaillit une émotion nouvelle que je n'avais jamais éprouvée. En voyant l'envers du décor, une poésie du contraste se dégage et nous éprouvons beaucoup de tendresse pour ces personnages. On reste cramponné en espérant profondément qu'ils s'en sortent. Après, je suis très sensible aux histoires de rédemption et les bad guys qui trouvent le pardon, ça m'a toujours plu. D'autant plus que par moments, le film permet de souffler et de faire redescendre la pression, parce qu'il est drôle. L'humour. Alain Delon, en voyant le film, a dit que Kitano n'était pas un acteur, parce qu'effectivement, il est très peu expressif. Mais justement, moi je trouve que ce jeu d'acteur est complètement justifié. L'inexpression de Kitano, le fait qu'il joue un rôle central et les gestes très prononcés évoquent le début du cinéma. L'humour est très gestuel et beaucoup de choses passent par l'image. Il n'est pas sans rappeler le slapstick. Le slapstick est une forme d'humour qui exagère le geste et la violence. Charlie Chaplin et Buster Keaton étaient passés maîtres dans cet art. Cela pourrait être traduit par burlesque, mais ce n'est pas exactement ça. Takeshi Kitano, de son nom de scène Big Takeshi, reste un comique espiègle, et on en retrouve des traces dans son cinéma. Encore une fois, parmi les contrastes, la seule expression qu'il aura, ce sera son rire. Un rire très communicatif, ce qui donnera aux scènes drôles toute une ambiguïté. Parce que malgré l'humour, la violence n'est pas en reste. La rédemption. On n'est pas dans une catharsis où tout le monde meurt à la fin, où on se délecte du combat. La violence est torchante, ou bien lancinante, comme une épée de Damoclès qui pèse sur les personnages. Et c'est bien ça qu'on aime. Voici tout le paradoxe du cinéma. Peut-on montrer la violence et la dénoncer tout en prenant du plaisir à la regarder? Peut-on faire un film qui dénonce la mafia tout en créant de l'empathie pour eux? Karim Debache dans Chroma soulève bien ce point, et reproche à Scarface de Palma d'être un film de gangster qui veut dénoncer la violence, mais qui finit par une effusion de sang.
Et ce que le film voulait dénoncer se retrouve alors glorifié pour servir le climax. Dans Sonatine, c'est avec distance qu'on regarde les scènes, et il ne nous viendrait pas à l'idée d'en être, parce que dans Sonatine, les personnages sont pathétiques. Les personnages ne sont ni glorifiés, ni iconisés, et les voir se laver à l'eau de pluie montre tout ce qui peut être absurde dans leur situation. Ce sont des gamins qui s'ennuient et n'ont comme seule saveur de jouer à la guerre sans tenir compte de la valeur de la vie. Au contraire, on est plutôt mis face à la crudité de la mort. Le nihilisme du personnage le rend plus dangereux encore. Nihilisme, c'est-à-dire qu'il est indifférent de la mort. Pourtant, confronté à des petits plaisirs quotidiens, il trouvera peut-être une porte de sortie. Le hors-champ et le jeu. C'est ainsi que le film nous laisse partager entre l'insouciance et l'amertume, entre une douce mélancolie fataliste et le souvenir vague du soleil resté sur cette plage, avec une seule envie, partir dans un chalet au bord de la mer, s'échapper quelques instants. Mais le hors-champ que quelque chose va nous rattraper nous pèse. On sait que ce n'est qu'un jeu qui va finir et que les règles sont absurdement chaotiques. Rien n'arrive vraiment comme prévu et le film prend toujours des directions inattendues. Loin des codes narratifs, personne n'est à l'abri. Et alors on regrette le temps du jeu et de l'enfance, quand la violence semblait chinoise. Parce que nous sommes face à des gens qui ont tellement tué qu'ils n'arrivent plus à apprécier la vie. Et que nous reste-t-il quand on n'arrive plus à vivre? L'attente et le silence.